Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Il y a un écrivain qu'il faut lire, relire et relire, qui est à la fois prophétique, qui est visionnaire et qui n'a pas pris une ride. C'est George Orwell, l'auteur de 1984 et de La ferme des animaux, entre autres. Et il y a un écrivain qu'il faut lire et toujours lire. Lui, il est là et bien là et il publie très régulièrement. Et il est l'écrivain de La feuille de température. C'est évidemment Michel Onfray. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Vous l'aurez donc compris, Michel Onfray, philosophe, auteur de La théorie de la dictature, publié chez Robert Laffont, face à André Berkoff. Alors Michel Onfray, vous donnez dès le départ, effectivement, je voudrais le lire, ce n'est pas très long, mais il faut le lire. Vous dites, voilà, comment peut-on aujourd'hui instaurer une dictature d'un type nouveau ? J'ai dégagé 7 temps principaux: détruire la liberté, appauvrir la langue, abolir la vérité, supprimer l'histoire, nier la nature, propager la haine, aspirer à l'empire. Alors, est-ce que vous avez l'impression, vous en parlez beaucoup dans votre livre, donc on a connu les dictatures du XXe siècle, hein, le nazisme, le communisme, voire le fascisme, enfin, entre autres choses encore. Et vous dites, et puis vous parlez beaucoup justement d'Orwell en donnant les 2 bouquins majeurs qui décrivent ça, c'est-à-dire 1984, évidemment, avec la novlangue, avec tout le reste, et La ferme des animaux, avec l'âne qui sauve le reste, enfin, qui essaye. Mais est-ce que cette dictature, ce soft totalitarisme, on pourrait vous dire, oui, c'est très bien, Michel Onfray, vous décrivez tout ça, on a connu, ou on n'a pas connu, ou nos ancêtres ont connu, mais franchement, aujourd'hui, on est sorti de l'auberge, on n'est plus du tout là-dedans, en tout cas, dans nos pays d'Europe, en Occident. Pourquoi vous parlez de ça ? Est-ce que ce n'est pas un peu passéiste ? Non, surtout pas. Moi, je pense qu'il y a des grands textes de philosophie politique, tout le monde est d'accord là-dessus, le Prince de Machiavel, le Contrat social de Rousseau, le Léviathan de Hobbes, et puis personne n'intègre 1984 et La ferme des animaux parce qu'on estime que ce sont des romans et que, laissons ça à la littérature, c'est fort sympathique, c'est une espèce de fable, et comme les fables de La Fontaine, ça n'aurait aucune portée politique. Au contraire, je pense que ce sont des grands textes politiques, au même titre que le Prince de Machiavel, et je pense que Orwell décrit un monde daté, mais il propose des catégories qui, elles, sont susceptibles d'être utilisées avant, pendant et après le moment où il écrit. C'est-à-dire que ces catégories, elles fonctionnent aussi bien avec Cromwell qu'avec Gengis Khan, avec Tamerlan, par exemple, précédemment. Elles fonctionnent aussi bien avec Lénine et Hitler, qui sont contemporains de lui, Orwell, et ça fonctionne aussi avec les dictatures d'aujourd'hui qui ne sont pas forcément casquées, armées, bottées, simplement parce que... Vous pensez à qui, par exemple, avec ce que vous appelez les dictatures d'aujourd'hui ? Vous pensez à qui, Michel Onfray ? Tout le monde libéral. Alors après, je suis pas bien sûr qu'il existe un seul pays dans lequel on puisse dire que la démocratie soit grande, soit belle, soit formidable. Je crois que un pouvoir, ça c'est l'anarchiste qui parle. Je pense qu'un pouvoir, de toute façon, c'est systématiquement mauvais. Et c'est pas forcément dictatorial. Alors, pas forcément, encore que ça prend des formes particulières. Je pense que le monde, je dirais judéo-chrétien, l'Occident, disons l'Occident judéo-chrétien, fait du capitalisme une vérité absolue, et qu'il y a une dictature de ce capitalisme de manière beaucoup plus subtile que jadis. Jadis, la CIA fomentait les coups d'État au Chili pour faire tomber Allende, puis les choses étaient très claires. Mais alors qu'il n'y a plus de mur de Berlin est tombé, qu'il n'y a plus de pays de l'Est, ça a pris une forme différente et plein d'objets sont rentrés dans notre vie que Orwell n'a évidemment pas connus, qui sont par exemple le téléphone portable. Et donc réfléchir sur la société de contrôle sans parler du téléphone portable, ça n'est ni possible ni pensable. Donc on voit bien aujourd'hui, et pas seulement le téléphone portable, l'ordinateur, c'est-à-dire toutes les informations que nous donnons, tout ça fait qu'on n'a plus besoin d'avoir une police casquée, armée, bottée, puisque nous faisons nous-mêmes le travail de la police. Nous sommes nous-mêmes les informateurs de notre propre existence. Donc si vous allez surfer sur Internet parce que vous avez envie de, je sais pas, vous êtes intéressé par un poète et que vous cherchez ses livres, comme par hasard, dans la journée, on va vous faire savoir qu'à tel endroit, on a un livre d'occasion sur ce poète ou à partir de... etc. Et vous dites, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Des informations circulent, sont données. Je suis donc contrôlé. Oui. Mais convenez quand même que c'est moins grave que se faire arrêter à 6h du matin en frappant à votre porte et en vous emmenant dans une destination inconnue. Je veux dire, si je vais, on parlait des réseaux sociaux, si je vais effectivement chercher un poète, qu'on sache que je cherche ce poète,
c'est pas grave, qu'est-ce que j'en ai à faire? Oui, alors ça, effectivement, on peut effectivement dire que ça, c'est pas franchement un problème. On n'achète juste pas le livre et puis on est réglé, et c'est réglé, l'affaire est réglée. Sauf que je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'au bout du compte, Oui. tout ça va produire des effets le jour où on va voter, le jour où on va mettre des gens en place, le jour où on va avoir une opinion particulière. C'est ce qui fait qu'on va consommer, qu'on va acheter. Donc on consomme des biens culturels, on consomme des vêtements, on consomme des produits, on consomme de l'alimentation. Et que, globalement, c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que jadis, effectivement, on se prenait une balle dans la tête et c'était clair. Aujourd'hui, on se retrouve... Oui, aujourd'hui, on se retrouve avec un cancer de la prostate, avec une maladie d'Alzheimer, simplement parce qu'on aura mangé des aliments qui auront été produits par le complexe industriel, la technologisation de l'alimentation, par exemple, l'industrialisation de l'alimentation, et qu'on ne sera pas du tout gêné par le fait de produire des dérèglements hormonaux, des perturbateurs endocriniens, et toutes ces maladies dont j'estime qu'elles constituent une espèce de guerre à bas bruit. Donc effectivement, on ne tue plus clairement avec des gens qui sont casqués, armés, bottés, mais on nous fait manger les produits qu'on aura achetés en plus et qui vont générer les maladies avec lesquelles on a des pandémies et des épidémies en Occident. Et c'est ce que vous dites aussi, c'est ça. En fait, c'est à la fois et la publicité et la manière dont on parle. On en fume, quoi. On en fume, on cherche à faire vendre. C'est la marchandisation généralisée. On en a parlé depuis assez longtemps. Et cette marchandisation généralisée, mais est-ce vous croyez qu'elle crée encore plus de conformisme ou de lobotomisation entre guillemets qu'avant, ou au contraire avec la prolifération, alors il n'y a pas les marchandises, mais il y a aussi les opinions, les chroniques, les livres, les idées. Est-ce qu'au contraire, on ne peut pas plus se faire un peu un choix? Est-ce qu'aujourd'hui, le choix n'est pas plus grand? Après, ça appartient à l'esprit critique, ça appartient à chacun de choisir le bon grain de livret. Oui, alors sur le papier, on a le choix, bien sûr, parce qu'il y a une multiplicité de possibilités, sauf que dans cette multiplicité de possibilités, on ne va pas pouvoir savoir chercher. C'est-à-dire qu'on peut tout trouver, mais comment savoir chercher? On vous fait savoir depuis le plus jeune âge, parce que l'endoctrinement commence très tôt, à l'école, à la télévision, les publicités, par exemple. Les publicités nous enseignent un art de vivre, le vivre ensemble, le cosmopolitisme, le métissage, tout ça est enseigné par la publicité. Il suffit de regarder. Vous avez des enseignements politiques qui sont des renseignements politiques. Simplement, quand on n'a pas appris à lire, à écrire, à compter, à penser à l'école, comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve devant son ordinateur ? On a dans la tête des informations du genre, ça c'est un site sur lequel il ne faut pas aller, c'est un site facho, c'est un site réac, c'est un site pro-russe, c'est un site poutinien, donc on va pas aller voir de ce côté-là. En revanche, la vérité elle est dite à Libé, dans Le Monde, à France Inter ou dans ce genre d'endroits. Donc vous avez des sites dits de réinformation, vous avez des sites qui disent on va vous désintoxiquer alors qu'en fait on intoxique. Comment est-ce qu'on peut avoir assez d'esprit critique pour pouvoir se dire mais moi je sais me mouvoir dans la jungle d'Internet et je suis capable d'aller distinguer un site qui dit la vérité d'un site mensonger, une information véritable et fondée et une fake news. Donc on se dit effectivement que ne peuvent vraiment se trimballer dans ce genre d'informations, dans ce genre de labyrinthe, que ceux qui disposeraient d'un fil d'Ariane. Et pour le coup, ça n'est possible que si on est l'âne de la ferme des animaux, parce que l'âne... Rappelez qui était justement l'âne de la ferme des animaux d'Orwell. Il y a un homme et sa femme, un couple d'humains qui sont à la tête d'une ferme, et puis un jour les animaux font la révolution pour installer le bonheur de l'humanité, etc. Ce sont les porcs qui font la révolution, les chiens les suivent assez rapidement, et tous les animaux finissent par contribuer à cette révolution, trouvant que c'est formidable. Maintenant, plus d'exploitation, plus de misère, plus de pauvreté. Les humains sont les deux pattes, comme ils disent, sont les ennemis absolus. Tout ce qui rappelle les deux pattes, il faut absolument l'interdire. C'est la monstruosité totale, c'est l'ennemi absolu. Donc on comprend bien que c'est le capital, le capitalisme, et puis au fur et à mesure, on voit bien que ceux qui ont fait la révolution la confisquent à leur propre profit, jouissent finalement du pouvoir des humains, se mettent à porter les habits des hommes qu'ils ont virés de la ferme, se mettent à parler comme eux, à fumer la pipe, à marcher sur leurs deux pattes et à confisquer la révolution au point que les autres animaux sont obligés de trimer pour produire, pour fabriquer un moulin, pour retrouver les élites. Encore plus, retrouver les élites. Et puis ça se termine avec effectivement les animaux qui sont floués et qui voient dans la maison du patron que les cochons portent haute forme et le gibus, que la femme du cochon, la truie en chef, porte les vêtements de l'ancienne propriétaire et qu'on leur a confisqué la révolution. Et pendant ce temps, le seul à dire « mais moi je vous l'avais bien dit », c'est Benjamin, l'âne, qui lui sait lire.
c'est pas un hasard. C'est-à-dire, c'est le seul qui sait lire, donc compter, réfléchir, penser, etc., qui lui n'est pas dupe et voit au fur et à mesure que tous les animaux sont égaux et qu'un petit peu plus tard, il est écrit tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, etc. Et à chaque fois, tous les principes sont détruits, mais lui, il voit bien que les principes sont détruits, qu'on réécrit ces fameux principes. Et effectivement, c'est le paradoxe, et c'est l'humour en même temps d'Orwell, de nous dire que il n'y a de vérité et de salut que chez celui qui sait lire, écrire, compter, penser, et pour le coup, c'est l'âne qui s'appelle Benjamin. Eh bien, vous voyez, nous, on va continuer à parler avec l'un de nos ânes qui s'appelle Benjamin, mais lui, il s'appelle Michel Onfray. Michel Onfray, qui est donc l'invité d'André Berkoff. Nous revenons dans quelques instants sur Sud Radio. Rien à moi. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Michel Onfray face à André Berkoff aujourd'hui. Michel Onfray, vous parlez de liberté rétrécie, de langue attaquée, de vérité abolie, d'histoire instrumentalisée, la nature effacée, effectivement. Et vous racontez dans ce livre, dans la théorie de la dictature, sur les 2 livres d'Orwell, que vous avez tout à fait raison de ramener à la surface. Il n'avait pas disparu, mais quand même, on n'en parlait pas beaucoup. Donc 1984 et La ferme des animaux. Je voudrais qu'on parle d'aujourd'hui au lendemain d'une élection. Une élection, jamais un coup de dé n'abolira le hasard et jamais une élection ne changera le monde. Mais comment vous analysez ce qui s'est passé, vous, et plus largement, à la lumière de votre livre, et à la lumière de cette novlangue et autres, ce qui se passe actuellement dans notre cher et doux pays? Je crois qu'il faut mettre en perspective internationalement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, je combats l'Europe maastrichtienne. Je pense que c'est un État, qu'il y a un État maastrichtien qui prend la place de l'État français et des autres États qui le constituent, et que c'est la forme prise en Occident par le capital et le capitalisme. Donc il y a effectivement, c'est pas une fin en soi, l'État maastrichtien, mais il y a effectivement un processus capitaliste qui prend cette forme, et qui est l'État maastrichtien, et qui est un État qui interdit qu'on en sorte. Regardez ce qui s'est passé quand les Danois ont mal voté, il a fallu qu'ils revotent. Regardez avec le Brexit, il n'est pas question que notre référendum 2005, les Anglais s'en sortent. Le 2005, on dit en 2008, vous l'aurez quand même, vous avez voté contre et vous l'aurez quand même. Jusqu'à ces dernières élections où Macron nous dit il y a finalement un choix de société. C'est soit le progrès, moi, soit le nationalisme qui est la guerre, Marine Le Pen. Je mettrai toutes mes forces dans ce combat pour que Marine Le Pen n'arrive pas en tête. Et c'est un enjeu de civilisation, finalement. Vous avez le choix entre la civilisation, l'euro, l'Europe, le marché, moi-même, etc. et la barbarie, Marine Le Pen. Ouais. Et c'est la barbarie qui arrive le dimanche soir. Et donc, on nous a dit, on nous avait déjà fait le coup au 2e tour, entre les 2 tours des présidentielles. Macron est allé à Oradour-sur-Glane. Après ça, au cas où on n'aurait pas compris, il est allé au musée de mémorial juif de la Shoah pour nous dire... n'oubliez pas, la prochaine fois, il va falloir voter entre Jean Moulin et Klaus Barbie. Et donc, là, ça y est, c'est Klaus Barbie qui est au pouvoir. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Là encore, ça continue. C'est-à-dire, on dit, mais 50% des gens ne sont pas allés voter. Parmi ceux qui ont voté, une majorité ont dit, mais non, ça ne va pas. Cet État maastrichtien, on n'en veut plus. Lui dit, ah, mais on change rien. Je ne change pas le Premier ministre, je ne dissous pas l'Assemblée nationale. Je garde le cap. Je garde le cap parce que de toute façon, je suis là, j'y reste, et il n'est pas question que j'écoute ce que le peuple me dit. Alors après ça, il met un volume de Pléiade du général de Gaulle sur son bureau, et il nous fait savoir qu'il est gaulliste, qu'il est gaullien, etc. Mon œil. C'est-à-dire, voilà comment cette dictature coule, elle fonctionne. C'est-à-dire, en Union soviétique, au moins, il n'y avait pas d'élection. Enfin, si, c'était des parodies d'élections. Eh bien là, on a des parodies d'élections. Voilà pourquoi d'ailleurs je ne suis pas allé voter. Mais on vous dit, votez, parce qu'on est en démocratie, n'importe qui peut se présenter. Mais globalement, les médias vont n'inviter que les 5 ou 6 qui seront finalement les finalistes et qui finiront dans les 5 premiers. Après, tout dépend de l'ordre. Mais globalement, on a le choix entre ceux qui défendent Maastricht et ceux qui ne défendent pas Maastricht. Et ceux qui ne défendent pas Maastricht sont des gens dont on dit il faut absolument qu'ils soient là, au 2e tour. C'est eux qu'on veut comme ennemis, de façon à pouvoir dire au bout du compte, bon, maintenant, vous avez vu. Hein. Et Michel Onfray, dans votre livre, vous définissez très bien, c'est de l'extrême droite. C'est-à-dire que tout le monde parle de l'extrême droite, pas seulement en France et en Europe, l'extrême droite en Hongrie, en Italie, etc. Or, vous rappelez, j'aimerais que vous le rappeliez, c'est quoi l'extrême droite? C'est pas ce qu'on dit aujourd'hui, enfin, on qualifie d'extrême droite des partis qui n'ont rien à voir avec, ou pas grand-chose à voir avec l'extrême droite. Absolument. D'ailleurs, quand on voit réapparaître la véritable extrême droite, on est obligé de parler de l'ultra-droite.
C'est formidable. Ça aussi, ça relève de la novlangue. C'est-à-dire que quiconque n'est pas d'accord avec l'État maastrichtien est un type d'extrême droite. Et puis un jour, on a vraiment des gens d'extrême droite. Alors là, on dit ceux-là, ce sont des gens d'ultra-droite. Alors c'est quoi l'extrême et l'ultra? C'est quoi la différence là? Donc je dis simplement, ça rentre dans la logique de ce que je raconte avec Orwell. C'est-à-dire que c'est l'effacement de l'histoire. C'est une inculture généralisée qui fait qu'on peut nommer Marine Le Pen une candidate d'extrême droite quand on sait que l'extrême droite, elle est anti-parlementaire, elle est antisémite, elle s'oppose à la franc-maçonnerie, elle descend dans la rue en estimant que la République est une gueuse et qu'il ne s'agit pas de jouer le jeu de la gueuse, elle estime qu'on doit pouvoir avoir des milices militaires et paramilitaires qui font le travail dans la rue et qui butent des gens, qui les massacrent, etc. etc. Il y a une littérature d'extrême droite, c'est celle de Céline, c'est celle de Drieux-La Rochelle, c'est celle de Rebatté, c'est celle de Brasillac, et il y a des journaux qui étaient à l'époque « Je suis partout », etc. Un peu plus tard, parce que la Deuxième Guerre mondiale n'est pas le fin mot, mais un peu plus tard, cette extrême droite, on la retrouve dans la guerre d'Algérie, défendant l'Algérie française, l'OS, etc. Et puis d'un seul coup, Marine Le Pen, qui ne tient pas... Alors je dis Marine Le Pen, hein, je ne parle pas de son père, de Jean-Marie, bien d'accord. Marine Le Pen est une républicaine, va aux élections, quand elle les perd, elle ne fait pas un coup d'État, elle n'a jamais dit de l'Assemblée nationale que c'était un endroit qu'il fallait détruire, elle n'a jamais été anti-parlementaire, elle n'est pas antisémite, elle est même plutôt philosémite. Ses déclarations sur la Shoah comme la plus grande catastrophe du XXe siècle, ce qu'elle dit sur la persécution des Juifs dans les banlieues à cause d'un certain nombre de gamins islamisés, ce qu'elle dit de la sécurité de l'État d'Israël, tout ça en fait une philosémite. Je ne l'ai jamais entendu prononcer le mot franc-maçon. Je ne sais pas si elle a jamais dit quelque chose un jour sur la franc-maçonnerie. Elle n'a jamais fait l'éloge des violences dans la rue. Elle n'a jamais dit qu'il fallait des milices paramilitaires. Donc si effectivement elle est d'extrême droite, alors tout est possible. Alors à ce moment-là, Benoît Hamon est d'extrême gauche. Et tout ça va finir par dire n'importe quoi. Donc, et vous avez dit très bien, et en fait, c'est la véritable extrême droite, ou maintenant celle des suprématistes, etc. On ne la voit plus, parce qu'aux forces de crier au loup, on ne voit plus personne. Quand on dit effectivement qu'un électeur de Marine Le Pen est un antisémite, eh bien, on estime que finalement, si l'antisémitisme est là, c'est qu'il n'est plus nulle part. Et quand effectivement... Il n'y a pas 15 millions de fachos en France. Enfin, et puis le jour où effectivement, Madame Halimi se fait massacrer au cri de mort aux Juifs, qu'est-ce qu'on fait si l'antisémitisme ne peut pas être convoqué? Le mot antisémite ne peut plus... Vous savez, c'est l'histoire du conte, hein, quand le berger crie au loup, et que tout le monde vient l'aider, jusqu'au jour où il dit au loup, il dit ça va bien, et puis le loup est là, et on retrouve les os du berger, quoi. Et bien là, c'est exactement la même chose. L'antisémitisme, ça existe. L'extrême droite, ça existe. Il faut combattre et l'extrême droite et l'antisémitisme. Mais on ne les combattra, ces perversions, que quand on saura où elles se trouvent et quand on ne dira pas que ça se trouve partout. Ben oui, parce que si c'est partout, c'est plus nulle part. Si effectivement, quand le Macron s'en va à Oradour-sur-Glane, le message c'est que Marine Le Pen est à Oradour-sur-Glane, c'est la même chose, alors Oradour, c'est pas grave. Parce qu'il veut laisser croire que Marine Le Pen, c'est très grave. Il banalise comme ça ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane ou ailleurs. Il banalise la Shoah. Il utilise 6 millions de Juifs pour son propre chef. Parce qu'aller au mémorial de la Shoah, peu de temps avant les élections, juste pour dire attention, vous allez avoir des choix fondamentaux à faire, c'est une obscénité à l'endroit des victimes de la Shoah. Mais tout ça passe évidemment comme une lettre à la poste, parce qu'on n'a plus le sens de l'histoire, parce que les mots ne veulent plus rien dire du tout, parce qu'on n'a pas la culture, parce qu'on ne sait pas, par exemple, le mot dictature, pour les gens, dictature égale Adolf Hitler. J'ai du mal à faire savoir qu'une théorie de la dictature renvoie à un mot qui a été produit par les Romains. Romains, absolument. Vous les le Romains. dites dans votre livre au début, voilà. oui. Ça a c'est arranger un certain système et s'en aller aussi, d'ailleurs. Voilà, donc il y a le mot a 23 siècles d'existence. Mais Michel Onfray, est-ce que tout ça, ce que vous décrivez d'ailleurs très très bien dans votre livre, enfin tous ces mots, hein, ces 7 péchés capitaux, il y en a plus d'ailleurs que 7, justement contre l'esprit, contre la logique, contre la langue, etc. Ça part, il faut quoi? Parce qu'il y a toujours, on ne va pas rester dans le pessimisme absolu. C'est l'école qu'il faut changer, c'est l'enseignement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est réinformer, comment? L'école est une grande courroie de transmission de cette idéologie-là. C'est-à-dire que quand on n'apprend plus à lire, à écrire, à compter, à penser à l'école, il faut bien qu'on apprenne autre chose à l'école. Donc on apprend à dire celles et ceux, on apprend l'écriture inclusive, on apprend le réchauffement climatique, le tri sélectif, le cosmopolitisme, enfin on apprend le catéchisme libéral et capitaliste. C'est ce que veulent les capitalistes, c'est-à-dire plus d'État, plus de frontières, un immense cosmopolitisme parce que le droit du travail disparaît, parce que tout ça s'effondre, parce qu'il y a une marchandisation généralisée de tout. Ce sont les gens qui estiment qu'effectivement on doit pouvoir aujourd'hui faire de la gestation pour autrui. Qu'est-ce que c'est la gestation pour autrui? Un progrès
ou un progrès dans le ventre des femmes comme marché, quoi. Voilà, moi je crois qu'effectivement, quand on Supermarché. estime qu'on peut louer le ventre des femmes et qu'on peut acheter des enfants, eh bien, on n'est pas dans une logique que je dirais progressiste, on est dans une logique régressive qui est la grande logique du capital, c'est-à-dire tout se vend, tout s'achète, les enfants, le sperme, les paillettes, le ventre des femmes, les utérus, toutes ces choses-là, allez hop, allons-y, ça se vend, ça se loue, ça s'achète, ça se prête, c'est la grande marchandisation du capital. Je pense effectivement que cette idéologie-là, elle fait pour l'instant la loi dans les écoles, c'est ce qu'on nous apprend, et sous prétexte évidemment d'égalité, d'égalitarisme, bien sûr, il n'y a pas de raison que... Et vous rappelez qu'il y a aussi un peu de biologie dans tout ça, qu'on ne peut pas faire le jour où, d'égalitarisme. effectivement, un garçon dit qu'il veut devenir une fille, il suffit pas de lui dire tu vas lire intensément Jacques Derrida, Michel Foucault et Judith Butler, et ça suffira pour te faire changer de sexe. Il y a des injections d'hormones et il y a des opérations chirurgicales. Et je dis donc on ne peut pas congédier la nature si facilement que ça. Le changement de sexe, c'est pas seulement un changement d'identité conceptuelle et mentale, c'est un changement biologique, physiologique, anatomique, endocrinien. Et cette inculture, on parlait tout à l'heure de l'inculture en termes d'histoire, en matière d'histoire, pardon, eh bien on peut en parler aussi en matière de science ou de biologie. C'est-à-dire les gens sont incapables d'avoir une discussion convenable, je dirais, sur la génétique, sur le pouvoir des glandes endocrines, sur ce qui fait la physiologie et l'anatomie du masculin et du féminin. Et on le voit, Michel Onfray, aussi dans le climat, où il y a quand même des délires absolus sur le fait que la transition écologique, voilà, c'est fait, ça va passer par les éoliennes, les panneaux solaires, le tout électrique, et on sait très très bien qu'en fait, on déplace la pollution. Mais il faut surtout pas le dire, et alors on voit des jeunes marcher pour sauver la planète, très bien sauver la planète, mais à coup de quoi? À coup d'ignorance sur ce qui se passe vraiment et comment vraiment sauver la planète. Oui, totalement. C'est-à-dire que quand on nous dit, moi je me souviens d'avoir entendu les énergies renouvelables, c'était formidable. Donc il fallait arrêter le nucléaire, stop au nucléaire, et puis allons-y avec les éoliennes. Très bien, sauf que, soyons un peu techniques, l'énergie produite par les éoliennes n'est pas stockable. Donc l'énergie qui est là, on s'en sert, mais si on n'a pas à s'en servir, elle est perdue. Ça veut dire que quand il fait froid, il faut de quoi utiliser du chauffage, et quand il fait chaud, il faut utiliser de la ventilation, et quand il n'y a pas de vent, à ce moment-là, on a froid quand il fait froid, on a chaud quand il fait chaud, et voilà. Maintenant, on se dit oui, mais enfin c'est en appoint, parce que finalement c'est en appoint d'une électricité qui elle existe par ailleurs, mais elle est où? Elle est nucléaire. C'est-à-dire que tous ces gens qui nous disent il faut rouler en véhicule électrique sont des gens qui nous disent il faut rouler au nucléaire. Il faut arrêter de nous dire que c'est une énergie propre. C'est pas vrai. C'est-à-dire que oui, le fioul, le gasoil, ça pollue, mais quand on roule à l'électricité, ça pollue parce qu'on utilise, on a d'autres déchets qui sont des déchets radioactifs. Donc, toutes les trottinettes électriques, les voitures électriques, les voitures hybrides, enfin, toutes ces choses-là, c'est polluant parce que, effectivement, ça fonctionne au nucléaire. C'est polluant parce que ça fonctionne aussi avec des métaux rares qui sont l'occasion pour les pays occidentaux d'aller comme par hasard faire des guerres dans des endroits où on prétend qu'on est venu nous demander. L'Afrique et autres. Pourquoi va-t-on au Mali? Simplement parce que le président malien a dit venez vite m'aider, venez vite me défendre. Et comme on aime vraiment beaucoup les Africains et les Maliens, on y va parce qu'on aime la liberté et qu'on veut empêcher des gens qui n'ont pas du tout envie de poser des bombes chez nous, puisqu'ils sont là-bas au Mali, eh bien on va sur place et comme par hasard, on pille leur sous-sol. Et donc tous les métaux rares supposent effectivement des fractionnements des géologiques qui sont extrêmement polluants. Et à chaque fois qu'on utilise des métaux rares pour nos téléphones, nos ordinateurs, etc., on contribue considérablement à polluer la planète. Mais aujourd'hui, il faut être moderne, donc il faut un téléphone portable, il faut un ordinateur, il faut une voiture électrique. Tout ça pollue. On a changé la pollution, et je parle même pas des semelles de béton qui sont utilisées par les éoliennes. C'est-à-dire qu'il y a des millions de tonnes de béton qui ont été installées avec la disparition d'un certain nombre de terres et qui sont des terres utilisables pour l'agriculture. Tout ça a disparu pour pouvoir installer des éoliennes qui sont juste l'occasion de draguer l'électorat écologiste pour la gauche. C'est juste ça, parce qu'ils savent bien, les gens de gauche, que cette énergie-là est polluante. Simplement, il faut séduire un électorat qui... Novlangue, quand tu nous tiens, théorie de la dictature, à lire absolument. Théorie de la dictature est le livre de votre invité Michel Onfray, que vous pouvez vous procurer dans toutes les librairies aux éditions Robert Laffont. Merci à vous Michel Onfray. Merci également à vous André Berkoff. On retrouve demain à midi dans tous vos états sur Sud Radio. Tous ceux qui ont écouté l'émission peuvent réécouter le podcast sur sudradio.fr ou regarder même la vidéo, revoir la vidéo sur la page Facebook de Sud Radio. À suivre, eh bien nous poursuivons notre journée puisque Jacques Pessis dans les clés d'une vie aujourd'hui reçoit Philippe Manœuvre. Excellente journée à vous sur Sud Radio.